Bonjour à tous, ce matin dans Vous êtes formidable, on reçoit une femme épatante, extrêmement discrète et pourtant très connue dans notre région. Elle s'appelle Anne-Marie Royer-Pantin et elle est écrivain, elle est aussi chercheuse, conteuse, poète et pas un seul jour ne passe sans qu'elle écrive. C'est viscéral pour elle et c'est enrichissant pour nous. Bonjour Anne-Marie Royer-Pantin, bienvenue parmi nous. Voici le roman de votre vie, il tient en 3 petites lignes mais je suis sûre que vous avez beaucoup plus à nous raconter. Alors venez nous rejoindre parce que nous, on vous kiffe. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie, c'est un plaisir de vous accueillir sur France 3 Centre Val-de-Loire, le patrimoine architectural et donc votre passion. Est-ce que vous trouvez que dans nos vies au quotidien, l'architecture a la place qu'elle mérite? Mais pas seulement les vieilles pierres. Vous savez, quand vous vous baladez quelque part, tout a un sens. Et c'est merveilleux, parce que vous vous appropriez le lieu uniquement en regardant ce que les vieilles pierres ont à vous dire. Parfois grandiose, parfois modeste. Et c'est vrai que dans notre région, on est gâté, parce qu'on a un très très riche patrimoine architectural, mais pas seulement, parce qu'il y a tout le paysage qui va avec. Vous savez, quand vous tirez un bout de l'histoire, il y a toute la pelote qui vient avec. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors vous, moi j'ai toujours pensé, parce que vous êtes une figure incontournable de notre région, que vous étiez d'ici. Mais en fait, pas du tout. Vous venez d'ailleurs, du soleil, vous m'avez dit. et vous avez découvert cette région comme ça, en l'observant, en la contemplant. Partout. Partout, je vais d'abord à l'esprit des lieux. Et pour essayer de le cerner, cet esprit des lieux, d'en trouver l'âme et de le faire parler, il faut aller à la connaissance de l'histoire, de l'architecture, du patrimoine. Mais c'est vrai que je ne suis pas d'ici, donc je peux aussi, je suis un peu de partout dans la France, vous savez, c'est un pays que j'aime, nous avons des richesses fabuleuses. Ouais. Et j'ai découvert ce pays au début. Oui, non, c'était pas l'enthousiasme, parce qu'il faisait un petit peu froid pour moi, j'avais besoin d'un peu plus de soleil. Mais voilà, j'ai eu la Loire. Et j'ai tiré le fil de la Loire cette fois-ci, et ça a été merveilleux. Et pourtant, j'imagine que quand vous arrivez ici, la Loire, elle n'est pas aussi belle qu'aujourd'hui. Et pourtant, elle vous happe, elle vous plaît, elle vous séduit, elle vous donne envie de connaître le territoire. Pourquoi ? Pensez donc, un département qui d'un bout à l'autre est traversé par un fleuve. Et quel fleuve ? Hein, on l'a dit royal, bien avant moi. Mais il y a surtout qu'elle change de chemise, d'humeur comme de chemise. Elle est toujours différente. Mais quel est le patrimoine qui borde la Loire? Dites alors là, on a de tout. Bien sûr, on n'a pas tous les grands châteaux de la Loire convenus qui attirent des quarts et des quarts de touristes chinois. Mais on a bien mieux. On a bien mieux, d'abord parce qu'on a aussi des châteaux, mais on a une foule de choses. Du patrimoine, de ce qu'on appelle aussi le petit patrimoine. On a tout le patrimoine marinier qui est resté très 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 vivant dans cette Loire moyenne. Ça se traduit comment, ce patrimoine marinier? On a partout des ports, des structures de ports qui nous remontent au XVIIIe, au XVIIe siècle. On a des maisons de mariniers. C'est déjà un thème de balade dans le Loiret. Vous cherchez les ancres de marine. Et vous allez voir, vous allez en trouver une foule d'encres de marine, ou une girouette, qui dit que là habitait un patron de bateaux, de gabarres. Vous voyez, les thèmes sont vraiment, vraiment multiples. Les premiers sujets que vous abordez, qui s'imposent à vous, c'est quoi ? Quand vous écrivez, parce que clairement, vous êtes arrivé ici, vous vous êtes dit... Il y a tellement de choses que j'ai envie d'écrire. Sur quoi vous écrivez en premier? Ça part dans tous les sens, là. C'est ma faiblesse, c'est ma faiblesse. Alors, évidemment, quand je suis arrivée ici, je me suis attaquée à Orléans. Oui. Mais c'était très joli, ce projet, parce que j'ai pu faire à facettes. J'ai fait 4 facettes d'Orléans à travers des jolis petits livres. Et j'ai travaillé d'abord Orléans et la Loire, une histoire d'amour. Et puis, j'ai fait les vieilles pierres et le patrimoine architectural. Et puis, les jardins. Et puis, la gourmandise. Parce que ça, c'est un de mes violons d'Ingres. La gourmandise? Oui, les bonnes choses du terroir. Parce que c'est vrai que à côté des vieilles pierres, tout fait sens. Et aussi les richesses d'un terroir et la façon dont des générations s'en sont nourries et ont vécu avec, et ont transformé tout ça. Mais là aussi, ça fait partie du patrimoine.
Il y a effectivement beaucoup de livres. Il y a aussi une trace que vous laissez dans le paysage parce que mine de rien, vous avez travaillé et finalement, ça n'a pas donné lieu à un livre, mais à des panneaux qu'on voit un petit peu partout dès qu'on se balade, qu'on lève le nez, qu'on contemple comme vous. Il y a eu quoi? La route de la rose, vous avez travaillé là-dessus? Ça, c'est drôlement gentil de revenir là-dessus parce que je disparais derrière mes panneaux. Je les crée. Mais ça vous plaît de disparaître derrière vos panneaux? J'adore. Il faut toujours entrer dans la forêt pour mieux en ressortir. Et j'ai travaillé sur la route de la Rose. J'étais un petit peu à l'origine de ce projet, puisque là aussi, c'est l'âme d'un département et vraiment propre au Loiret, où on a été les premiers producteurs de roses de France. Et il reste encore des traces de ce beau patrimoine. Donc là, c'est très joli ce que j'ai fait, en particulier dans toute la région de Bellegarde et de Kyère, où il y a encore des producteurs de roses. Et là, il y a des panneaux qui sont avec des aquarelles, où je reprends les thèmes de l'histoire. Mais est-ce que vous trouvez par exemple que le patrimoine ici dans le département du Loiret est considéré à sa juste valeur? Oui, il y a un gros effort. Il y a un gros effort qui est fait, d'ailleurs actuellement, avec le Tourisme Loiret, à preuve cette route de la Rose qu'on a lancée, et qui est très vivante, et qui est vraiment une spécificité départementale. Il y a la volonté de remettre en valeur ce canal. Or, le canal d'Orléans, c'est vraiment une pépite pour nous. D'abord, c'est propre à notre département, puis c'est une merveille dans tous les domaines. En quoi l'écriture, ça vous nourrit? Parce que je sais que vous travaillez sur plein de projets en même temps, mais tout ce qui compte, c'est d'écrire. Et alors, j'imagine, c'est aussi peut-être les rencontres qui sont cachées derrière tous ces livres, toutes ces lignes à écrire finalement qui vous plaisent. Oui, c'est bien analysé. Ouais. Je vous remercie. Et c'est vrai que d'abord, j'ai la passion des mots. Ouais. D'abord, c'est ma formation. Et professeur de lettres classiques, on peut le dire quand même au départ. Ouais. Voilà. Et j'ai fait des grandes écoles, donc c'est vrai je suis tombée dans le tonneau comme Obélix, dans le tonneau quand j'étais petite. Et donc cette passion des mots, c'est quand on a écrit sur quelque chose que le lieu, l'objet, l'événement existe mieux. Vous voyez, je lui donne peut-être un supplément d'existence et d'âme aussi. Donc il y a ce rapport à la langue française qui pour moi est une merveille. Mais qui vous aide justement à valoriser, inventorier ce patrimoine? Qui m'aide. Vous le faites toute seule ou vous avez une équipe autour de vous? Je suis toute seule. Oh, je travaille à l'ancienne. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un dinosaure. Non, je travaille toute seule. Je peux pas déléguer. J'ai un regard très particulier sur les choses, qui est nourri par évidemment des décennies d'expérience, de curiosité, d'amour et de passion, parce que c'est ça, il faut porter un regard amoureux sur le monde. Et en fait, on parle de patrimoine depuis tout à l'heure, d'histoire, mais il y a aussi autre chose dans votre travail. Vous aimez aussi raconter d'autres histoires qui sont moins en lien avec le réel. Vous aimez conter des choses. Il y a un livre dont vous êtes fier, c'est L'art des instants heureux. Pourquoi ce livre-là en particulier, dans tout ce que vous avez écrit, et Dieu sait qu'il y a énormément de livres? Oui, c'est vrai que le titre dit tout, je crois, dans ce livre, qui est une collection d'instants au fil des heures du jour, et de la nuit d'ailleurs, et qui sont comme ça des petites pierres, des petites pépites qu'on peut ramasser, et qui vous accompagneront tout au long du jour. Ça ne coûte rien. C'est simplement cette présence au monde, cette capacité d'écoute. Et les 5 sens sont essentiels. Ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour vous. La suite, Jérémy? Oui, dans quelques instants, on va poursuivre cette découverte du patrimoine du département du Loiret avec votre invitée qui, elle aussi, est ambassadrice du patrimoine et partage l'envie de transmettre son amour pour le Val-de-Loire. Et alors justement, on a parlé de gourmandise, on a parlé de patrimoine. Pour la gourmande de patrimoine que vous êtes, Anne-Marie, on file dans l'atelier d'un maître verrier. Il est à Thivard, près de Chartres. Alors lui aussi, il est fasciné par les vieilles pierres et surtout par la lumière. Et c'est une rencontre forcément étincelante, faite par Camini, bien sûr. Ville de lumière. Et oui, nous allons parler lumière aujourd'hui avec Julien Guillère, qui est un scénographe et verrier qui offre de la couleur et de la perspective en lumière de verre à la ville de Chartres. Cet artiste illusionniste monumental va nous expliquer le processus de création d'une diapositive en verre qui illumine les monuments de la ville la nuit. Ville de lumière.
Bienvenue chez le maître de la lumière. Le maître de la lumière. Waouh. Regardez-moi cette lumière. Il n'y a que le maître de la lumière qui puisse réaliser un tel chef-d'œuvre. C'est vraiment le maître. Julien. Salut Julien. Salut Camille. Tu rayonnes aujourd'hui? Eh bien merci, c'est normal. Je suis chez le maître de la lumière. Forcément, je rayonne. Julien, toi, ta spécialité, tu es donc artiste illusionniste monumental. Tu mets en lumière des monuments avec des diapositives de verre. C'est exactement ça. En fait, nous, on travaille le verre à l'origine avec mon associé Stéphane Petit. On travaille le verre et à partir de notre savoir-faire dans le verre, on a créé une nouvelle lumière, la lumière de verre, qui est une lumière qui est obtenue à partir de diapositives en verre, travaillées dans la masse et dans la coloration. Bon, alors, on va essayer de suivre quand même toutes les étapes de création. Donc là, étape numéro 1. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé une empreinte dans laquelle on va venir poser le verre, dans lequel le verre va fondre. À 800 degrés, il va devenir visqueux et il va venir en fait vraiment couler tout doucement, tout doucement. Donc c'est du coulis de verre, quoi. C'est du coulis de verre. Okay. Ouais. C'est un peu ça. Okay. Bon, à ne pas mettre sur un croissant, quoi. Mais en tout cas, c'est un coulis de verre. Okay. Étape numéro 2. On est d'accord. On pose le verre. Donc je l'ai bien nettoyé au préalable, découpé au format. On met le four en route, on est parti pour 24 heures. Okay. Et on vient voir dans 24 heures ce que ça donne. Alors voilà, donc là c'est l'étape peinture. On est d'accord, vous faites tout à la main du coup? Ah bah tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Ça nous arrive d'utiliser un petit peu comme les graffeurs, on fait pas mal de pochoirs. On peint à l'aérographe. Mais y a pas de problème, t'as un peu de graphe en toi. Hein. On a un peu de graphe en nous. Pull, hip-hop, capuche, tout ça, t'inquiète. C'est ça, hein. La rue, quoi. Bon alors, Julien, le maître de la lumière, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Bon, on projette un peu partout, on se déplace un peu partout en France. Après, par contre, si on veut vraiment avoir une expérience immersive de la lumière de verre dans vraiment sa version monumentale, c'est tous les étés. On est à l'abbaye de Noirlac. On crée vraiment tout un parcours de lumière. On a une vingtaine de sources. Il y a toute la visite de l'abbaye qui se fait de nuit. Donc là, on rentre vraiment dans un parcours immersif. On profite aussi donc, de ce choc du temps entre voilà, les vieilles pierres et la modernité, la projection de vos lumières, quoi. Par la lumière, en fait, nous, on vient faire dialoguer la pierre et le verre. Quand on défend ou quand on explique l'art du verre, consciemment ou inconsciemment, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie quand on en parle. On est dans un art contemplatif, donc c'est de la poésie, oui. C'était beau ce que je viens de dire, non? Merci de rigoler, hein, les gens de l'équipe, là. Vous le payez très cher. Ils se foutent de ma gueule, les salauds. Je suis ému, je suis touché, ok? C'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. On regarde? Allez, c'est parti. Alors là, ça peut être une mauvaise surprise aussi. Hein. Il y a des fois, ça marche pas. Hein. J'ai confiance avec le maître de la lumière, là. Hop là. Bon, c'est encore un peu bien chaud. Hop, on va voir ce que ça donne. Allez, on va voir ça. Et on va voir le résultat apparaître, voir... Hop. Ah ouais, waouh. Donc là, on voit le résultat du travail. C'est incroyable. Julien, regarde ça. La lumière de verre. Ouais. C'est vraiment toi, hein, le maître du verre. Allez, à nous maintenant de faire toute la lumière sur votre invitée, justement. Elle s'appelle Erika et elle est sur le point de nous rejoindre. Et oui, on va voir si vous la connaissez bien, Erika Anne-Marie, avec 2 panneaux devant vous et 3 questions. Vrai ou faux? Première question, avec elle, tourisme et patrimoine sont indissociables. Vous avez l'air convaincu. Hein. Oui, complètement. Elle n'a pas hésité longtemps. Non. Dès qu'elle le peut, eh bien, elle va s'enivrer des doux parfums des fleurs. Elle va dire frais aussi. Et enfin, dernière question, elle est exigeante et aime que les choses soient cohérentes. On vérifie tout cela, c'est notre double kiff du jour et elle s'appelle Erika. Bonjour Erika. Bonjour Erika, vous bienvenue. êtes donc la directrice de l'Office de tourisme des terres du Val-de-Loire et je crois que Anne-Marie a répondu parfaitement aux 3 questions. Il faut dire que vous vous connaissez bien, vous êtes amis de longue date, on va dire ça comme ça. Vous êtes rencontrés par le travail et ça a matché tout de suite, c'est ça? Exactement, on a des cerveaux et des cœurs qui se sont liés très vite. Alors comment ça démarre toutes les deux? C'est lié à votre ancienne vie professionnelle, votre précédent travail. Vous avez été 15 ans à la tête du parc floral d'Orléans. Oui, Ouais. tout à fait. Et c'est comme ça que vous rencontrez Anne-Marie? Exactement, c'est par le biais du parc floral que j'ai Dans un rencontré jardin. Anne-Marie. Quelle Dans plus jolie rencontre que dans un jardin. En train de s'enivrer Ouais. des doux parfums des fleurs, c'est ça? Et pas Et des seulement. mots d'Anne-Marie Et elle est gourmande. aussi. Ah oui, voilà, ils sont là tous les points communs finalement. Et qu'est-ce que vous aimez faire D'accord. ensemble toutes les deux?
mener des projets, en fait, j'ai souvent l'intuition d'un projet. Ouais. J'aime qu'il soit ancré dans l'histoire, dans le lieu, enfin voilà, qu'il fasse sens avec le lieu, qu'il ne soit pas hors sol et qu'il soit en même temps lié à l'actualité et donc voilà, au présent et à demain. Et Anne-Marie, elle sait mettre en mots tout ça, en fait. Je lui explique, je lui raconte et elle sait tirer le fil, elle sait le raconter, elle sait l'enjoliver. Voilà, c'est votre experte synthèse, finalement, c'est ça. Vous vous complétez très, très bien. Quand vous avez souhaité inviter Erika, vous m'avez dit c'est quelqu'un qui fonctionne comme moi, en fait. Et en même temps différemment. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la richesse vient aussi des différences. Il y a le regard extrêmement poétique parce qu'il y a tout le côté du rêve chez elle. Et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai perçue au tout début. Elle était encore toute jeune dans la carrière et de la découvrir dans le cadre de ce parc floral. Il y avait tout ce côté poétique, le regard. On partait dans tous les sens, hein, parce qu'on rêvait de trop de choses. Et puis après, il a fallu recentrer. Donc, il y a à la fois le regard qu'on pose sur le monde, et puis en même temps, sa jeunesse et aussi sa modernité, qui fait qu'on n'a pas toujours la même approche, mais qu'on va s'enrichir aussi l'une de l'autre. Un parc floral, c'est un immense jardin finalement. Vous, le jardin, c'est quelque chose que vous portez depuis toute petite. Alors Anne-Marie adore les jardins aussi, mais vous aussi, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Ouais. Qui vient d'où ? Qui vient d'où ? Qui vient d'une enfance à la campagne, qui vient d'une sensibilité accrue au monde, et voilà, tout simplement, en fait. Mais qu'est-ce qu'un jardin doit apporter aux visiteurs ? Pour moi, c'est vraiment une ouverture. En fait, les gens viennent et ils sont dans leur histoire, dans leur quotidien. Et tout d'un coup, on entrebâille une fenêtre, quoi. Et on leur propose autre chose qu'ils peuvent avoir envie de suivre. Et voilà, ça crée une lumière et ça génère quelque chose. Et alors, qu'est-ce que vous gardez de tout ça, de ces 15 ans passés au Parc Floral, dans votre activité aujourd'hui de directrice de l'Office de tourisme des Terres du Val-de-Loire ? Alors, la nécessité d'avoir toujours un pied dans le passé et un pied dans l'avenir, vraiment, ça. D'être ancré, de ne pas oublier le lieu dans lequel on se trouve et tous les humains qui gravitent autour et qui sont impliqués. Voilà, que ce soit une équipe sur un parc floral ou les équipes qui s'y sont succédées, que ce soit les acteurs du territoire voilà, sur les terres du Val-de-Loire, par exemple, aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est essentiel, en fait. Ne pas oublier les autres. C'est un territoire qui vous est cher, les terres du Val-de-Loire. Enfin, c'est finalement le territoire sur lequel vous avez atterri il y a 15 ans quand vous arrivez dans cette région. Oui, ouais. C'est le territoire où j'habite. Et aujourd'hui, travailler en circuit court, s'impliquer là où on vit, en fait, auprès des gens qui constituent ce territoire et qui le font vivre au quotidien, ça a du sens. En tout cas, pour moi, ça en a. Et vous avez envie de faire quoi sur ce territoire ? Alors, j'imagine embaucher Anne-Marie pour faire quelques 2-3 petits trucs avec vous, évidemment. J'ai quelques projets pour lesquels je vais avoir besoin, effectivement. Mais quel est son périmètre précisément ? Quel est votre domaine d'intervention ? Alors, les terres du Val-de-Loire, en fait, donc, ça regroupe 25 communes qui se situent de la lisière de Sologne avec Cléry, avec Lailly, Mézières, jusqu'aux plaines de Petite-Beauce, jusqu'à Ouzur-le-Marché, Pied-en-Beauce, Charsonville. Et puis, ça a toute la partie Val-de-Loire, avec Beaugency, avec Main-sur-Loire, Chingy, enfin voilà, toute cette Loire à vélo et cette belle Loire. Et c'est un territoire très divers, finalement. Ouais. Et alors, j'imagine que vous devez percevoir ça comme un atout, mais mine de rien, ça fait plein de choses très différentes à mettre en avant, à valoriser. Oui. Mais il y a des points communs, il y a un code commun sur ce territoire, en fait. Il y a une très forte présence de l'histoire, du patrimoine bâti. Alors effectivement, on pense toujours à la basilique de Cléry, au château de Beaugency, au château de Main-sur-Loire, qui sont de magnifiques monuments, mais il y a tout le petit patrimoine de Beauce. Il y a tous les producteurs qui sont présents sur le territoire et qui le font vivre, et que ce soit des producteurs en Petite-Beauce ou que ce soit les viticulteurs en lisière de Sologne. En fait, on a tous ces producteurs, et notamment une jeune génération de producteurs qui s'impliquent différemment. Et c'est un territoire qui correspond justement aux nouvelles attentes des touristes depuis la crise sanitaire, parce que les comportements ont changé. Oui, on est clairement
clairement dans cette mouvance-là du slow tourisme. Le slow tourisme, donc ça veut dire vivre tranquillement finalement ses vacances. De ce territoire où on peut, de ces lieux dans lesquels on peut se retrouver soi-même, retrouver les autres, se reconnecter à des choses qui font sens en fait et se réancrer. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu entre des mastodontes, on va dire, il y a Orléans d'un côté, il y a ensuite, on va dire que si on redescend la Loire, on a Blois, ensuite la Touraine. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu face à des gros et qu'il va falloir un peu tirer votre épingle du jeu au milieu de tout ça? Pas vraiment, parce que je suis vraiment confiante dans la qualité de l'offre qu'il y a sur ce territoire. Et aujourd'hui, le public ne cherche pas forcément ce tourisme de masse chez les gros, en fait. Ils apprécient tellement la pépite, la découverte, et ça, c'est magique. C'est ce que vous aimez, Anne-Marie, vous aussi, dans ce territoire? Ah oui. Oui, d'autant que le territoire des Val-de-Loire, c'est vraiment un petit microcosme de la... C'est une représentation du Loiret. Et vous avez là aussi la Loire, tous les charmes de la Sologne. Puis cette petite Beauce, elle est pleine de trésors, elle n'est pas connue et c'est plein de trésors. Il y a beaucoup de petits patrimoines intéressants aussi à aller fouiner là-bas. Oui. Mais s'il fallait en retenir qu'un, ce serait lequel? Un élément dans ce territoire. Aux terres du Val-de-Loire. On a envie de travailler sur la vigne. Parce que, je vais tout vous avouer, c'est une de mes passions, la vigne et le vin. J'ai beaucoup écrit dessus à un niveau national. Et j'ai travaillé dans tous les vignobles de France. Et quand je suis arrivée en Orléanais, il y avait la Loire, elle m'a sauvée. Mais il y avait aussi ce petit coin de vigne du côté de Marot, auprès, où il y avait les cerisiers qui fleurissaient au-dessus de la vigne, qui déploient ces petits éventails, des feuilles nouvelles au printemps. Et je me suis dit, allez, un pays où il reste un peu de vigne, on est sauvé. Bon, signe, c'est bien vendu en tout cas. C'est vrai, il faut vraiment l'embaucher. Allez, pour changer justement de tous ces magnifiques lieux, on va parler d'un anniversaire. Il y en a un qui compte beaucoup cette année dans la région. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, Anne-Marie. Alors, c'est pas le nôtre, Jérémy, même s'il approche. Mais vous êtes quand même très bien placé pour en parler. La preuve, on vous le raconte. À présent, coup de projecteur sur l'anniversaire de l'un des fleurons de la faïencerie française. Oui, cette année 2021, évidemment, vous le savez, marque le 200e anniversaire de la naissance de la manufacture de la faïencerie de Gien. Au 19e siècle, la renommée de la production de la faïencerie fine que vous connaissez évidemment, Anne-Marie, a été faite donc grâce aux grandes familles aristocratiques d'Europe qui aimaient à l'époque le savoir-faire précieux de l'entreprise, car une assiette de Gien nécessite quand même 26 composants et passe entre les mains quand même de 30 maîtres faïenciers. Passé et modernité sont les deux piliers de la faïencerie de Gien. Tout ce que vous aimez. Et l'entreprise continue de se réinventer en faisant appel à des artistes contemporains. Ah oui, quels artistes contemporains? Alors pour son bicentenaire, l'entreprise a sollicité 3 artistes de renommée internationale. Une artiste française, un artiste chinois et un artiste américain. Tous les 3 donc, ont été invités à intervenir à la fois sur un vase de plus de 1 mètre et également sur un plat de 60 cm de diamètre. Et vous le voyez, on commence avec John Wan, un artiste américain né à New York mais qui désormais vit à Paris. Il se décrit comme un peintre graffiti expressionniste abstrait. Avec cela, vous allez le voir, c'est tout le contraire justement des graffeurs qui bien souvent réalisent des œuvres figuratives. Regardez le résultat de son travail sur le vase de faïence de Gien. Sa signature, on le voit, et bien là, évidemment, pour celles et ceux qui le connaissent, influencé par le mouvement, la couleur et l'énergie. L'artiste a déjà eu l'occasion de travailler sur de la céramique. Ici, vous voyez la forme du vase, bien rappelé pour cet artiste justement un volcan. Et c'est donc sans doute pour cela qu'on a beaucoup de orange et de rouge sur celui-ci. Vous allez le voir, il y a aussi... oui, c'est un peu inattendu, Anne-Marie, de voir les choses comme ça. Non, parce qu'ils ont toujours été comme ça, la pointe de l'innovation. Alors vous n'êtes pas surprise, mais nous on l'est. C'est parce qu'on n'est pas assez finalement connaisseurs, pas connaisseurs du savoir-faire de Gien. Alors il est aussi intervenu, cet artiste, sur un plat, comme je le disais, de 60 cm de diamètre. Ça donne ce résultat. Et il a confié, donc il a toujours voulu travailler sur les supports en faïence, car cela peut élever son travail. Et il ajoute, j'ai souvent observé de grands artistes comme Picasso œuvrer sur de tels supports. Ce sont des pièces uniques ou ça va être mis en vente? Alors elles sont uniques.
public, non destinées à la vente, mais en revanche, elles seront présentées prochainement au public lors d'expositions temporaires dans les boutiques de la faïencerie. La deuxième artiste à exprimer son talent donc sur un vase en faïence, c'est Inès Longevial. C'est une Française, trentenaire, donc elle travaille le dessin et la peinture sur lesquels on peut y voir des visages candides et absorbés, à l'arrière-plan par exemple de son portrait ici. Et pour son travail donc sur le vase de Gien, elle a repris une série de tableaux, sa propre série intitulée Domino. Regardez le résultat, on y voit des autoportraits alors qui sont peints directement sur le support, coupés en deux dans le sens vertical et chacun des visages est divisé en deux couleurs opposées. Des verts tendres, on le voit, des roses délicats, ça vous plaît, toute cette douceur Anne-Marie, des mauves lumineux et des jaunes printaniers sont là pour casser, donc dit l'artiste, la polarité réductrice que l'on a bien souvent et que l'on nomme donc couleur chaude et couleur froide. Ouais. Voilà. Et on termine avec un dernier artiste, Héloïse. Le troisième, c'est Peng Yong, trentenaire chinois, qui renouvelle la pratique traditionnelle de la gravure. Il aime employer des couleurs éclatantes. Vous allez le voir notamment sur les deux plateaux en faïence de Gien. Voici un exemple du résultat donc, de son travail sur l'un des deux plateaux et sur lequel donc, on le voit, la lumière inonde l'ensemble de la pièce grâce à ce jaune éblouissant. Il a réalisé donc, cette œuvre en peinture avec des gestes répétés radicaux que l'on voit là très fortement, avec plus ou moins quand même d'amplitude pour faire naître le motif sur la surface arrondie du plat. Voilà pour ces trois créations, Héloïse. Il y en a bien d'autres évidemment, fruit d'un travail quand même exceptionnel, on le voit entre les artistes et les équipes de la faïencerie de Gien. Bon, dommage que ce ne soit pas mis à la vente tout ça. En tout cas, on va pouvoir creuser un petit peu sur le sujet et dès ce week-end, France 3 se mobilise. Oui, on va creuser l'assiette. C'est bien. C'est ça. Non mais France 3 Centre-Val-de-Loire se mobilise et je peux en parler très très bien d'ailleurs. Oui, c'est ce samedi, ce 11 oui. décembre à 16h10 sur France 3 Centre-Val-de-Loire. Ne manquez pas une émission spéciale anniversaire consacrée à l'histoire justement de cette manufacture labellisée entreprise du patrimoine vivant. Vous verrez en avant-première notamment le nouveau musée qui ouvrira ses portes en janvier. L'occasion aussi de voir quelques-unes des pièces et des 50 décors et les 3000 références de l'assiette donc à la pièce d'exception peinte à la main. Une émission présentée par Alizé Lutran et vous, Héloïse Brusa. Ce sera donc à 16h10 sur France 3 Centre-Val-de-Loire ce samedi 11 décembre. Merci pour l'auto-promo, c'est très gentil. Effectivement, on va passer un excellent moment dans cette magnifique manufacture que vous connaissez, Anne-Marie. Ah oui, oui, parce que là aussi, elle m'a attirée dès le début. J'en ai surtout beaucoup étudié l'histoire, les créations. C'est une épopée, épopée, c'est le mot, la faïencerie de Gien. Et ça continue au ça 21e continue, siècle. c'est ça qui est merveilleux. Exactement. Et de savoir qu'on est toujours dans les forces vives de la créativité, puis que c'est chez nous. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous, Erika, aussi, d'être venue. Je renvoie quand même vers le site internet de l'Office du tourisme, tourisme-terre-du-val-de-loire.fr, si on veut faire le plein de bonnes idées pour un peu de slow tourisme. Il faut dire que les vacances approchent. Donc, merci infiniment. Nous, on a de la déco à préparer parce que Noël approche aussi. Voici donc un tuto pour confectionner avec vos 10 petits doigts une très jolie table de fête. Regardez. Salut les mordus de déco! Et si on faisait nous-mêmes notre centre de table de Noël cette année? Ça vous dit? Voici une version bois, bougies et végétaux avec des tons blancs et bleu ciel. C'est un petit air scandinave qui va souffler sur notre repas de fête. Compliqué ça? Mais non, pas du tout. Je vous montre, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra un pistolet à colle, une planche brute, celle-ci fait 80 cm, plein de bougies de tailles différentes, un peu de déco en bois, un peu de déco qui brille, j'ai choisi des perles nacrées et une guirlande dorée d'étoiles très fines, des pommes de pin que j'ai peint à la bombe aux couleurs de mes bougies et des petites branches de sapin et de houx. On commence par répartir les bougies sur la planche en alternant petites et grandes. Pour le choix des bougies, si vous voulez garder l'esprit scandinave, restez vraiment dans des tons pastels et limitez-vous à 2 couleurs. Le secret pour un arrangement original, c'est de les réunir par paire ou par 3 en laissant quelques zones de planche un peu vides. On les fixe au pistolet à colle sans surcharger pour ne pas la faire déborder autour de la bougie. On place ensuite la déco en bois dans les zones un peu vides. Petit conseil, pensez à bien jeter un œil de tous les côtés de la planche pour vraiment avoir une belle harmonie dans le décor. Maintenant, on peut positionner les branches de sapin, on les met à la base de certaines bougies et on en rajoute entre pour faire le lien.
On superpose quelques feuilles de houx, surmontées de pommes de pin, eux aussi regroupées par 2 ou par 3. Et enfin, on parsème quelques boules nacrées pour rajouter des pointes de brillance. La touche finale sera de faire passer la guirlande d'étoiles autour des bougies. Et voilà, le plus dur est fait, il n'y a plus qu'à déguster la dinde. Je vous ai mis tous les détails de ce tuto sur le site de France 3 Grand Est. Je vous ai déjà dit que vous étiez formidable. Je vous le redis, c'est à vous de jouer maintenant. Allez, qui dit Noël qui approche dit aussi sortie en famille. Notre experte de chez Kiddy Click, elle a fait bien le plein de bonnes idées, elle les a chargées dans sa hotte et elle vient nous les apporter avec elle. On vous fait plaisir. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie, quelle élégance. Vous êtes sur votre 31, c'est magnifique. En mode fête, En mode fête, ça y est, Voilà. on est passé en mode fête, impeccable. On est d'accord, on a donc deviné un petit peu le sujet de votre chronique. Vous allez nous parler de très jolies choses à faire à Noël et pendant les vacances scolaires. Mais voilà, alors magie de Noël, enfants, il faut les faire patienter jusqu'au 24. C'est vrai. Il faut leur apporter un peu de magie, faire briller leurs yeux. Et quand on habite en région Centre-Val de Loire, je pense, Anne-Marie, vous allez être d'accord avec moi, la magie de Noël, elle se trouve dans nos magnifiques châteaux. Oui, c'est vrai. D'abord dans nos magnifiques châteaux, mais partout ailleurs, on va le voir Voilà. aussi avec vous. C'est un incontournable de la fin d'année. Alors, quel château on va découvrir avec vous? Lequel nous recommandez-vous en fait? Alors, c'est dur de faire vraiment une sélection parce qu'ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leurs atouts. Mais je vais quand même relever le défi de faire voilà, une petite sélection plus orientée très famille. D'accord. Mon coup de cœur, du côté d'Orléans, clairement, c'est le château de Main-sur-Loire. Ah, vous dites ça parce qu'il y avait Erika avant. Il y a ça, quelqu'un. c'est Ça fait plaisir. Non, mais sincèrement, je trouve que ce château, il est magnifique. Dans les salles, on va retrouver des scènes féeriques. Il y a une vraie mise en scène. Ce sont plus de 20 pièces qui sont décorées dans un parcours de visite. Alors, avant de partir sur ce parcours, on commence par se faire maquiller. Un maquillage spécial, alors pour les enfants, mais les grands aussi, parce que ce maquillage va se révéler comme par magie dans la salle noire. C'est un maquillage fluo. Ah, super. Et on va faire, dans cette salle noire, aller sur le parcours, et il n'y a pas que ça, on peut aussi écrire sur les murs avec des stylos Bonheur. spéciaux en fluo. Alors ça, voilà, on transgresse les règles. Les enfants, vous y avez le droit. À la maison, non, mais au château de Main-sur-Loire, c'est autorisé. Ouais, ce sont des règles qui sont quand même bien cadrées. Hein. Qui plus est, Voilà. sur des vieilles pierres et dans un site historique, c'est pas mal. Quand même. Voilà, je Ouais, trouve que ouais. c'est voilà, il y a ce côté transgression qui est super. Oui. Il y a aussi de nombreuses animations, donc toujours très familiales. On peut y passer une belle après-midi. Dans la salle de l'orangerie, par exemple, on va pouvoir faire le défi des lutins. Ce sont des petits défis d'adresse. On va aussi pouvoir fabriquer des bonbons. Et puis, il y a aussi des lectures de contes. Il y a l'arbre à souhait et bien sûr le Père Noël. Ah, Anne-Marie, ça vous arrive d'aller comme ça dans les châteaux de la Loire avec les membres de votre famille pour Moi, les visiter, les oui. fêtes? Moi, les visiter, oui. Oui. Et beaucoup. Ok. Mais maintenant, ils m'appartiennent. Père Noël, j'imagine qu'on va le retrouver ailleurs. Vous voulez nous emmener au château de la Bussière, par exemple? Voilà, on va partir à l'est du Loiret pour le Noël étoilé du château de la Bussière. Là encore, un décor féerique, bien sûr, mais surtout une ambiance très familiale, je vous l'avais dit. On a des ateliers pour les enfants, une chasse au trésor dans le château, des balades en calèche et même un spectacle de magie. Donc vraiment une ambiance dans ce château très tournée vers les familles. Oui, sachant que c'est une super famille aussi qui est à la tête de ce château. On leur fait un petit coucou. Château très familial à la Bussière. Est-ce qu'on parle un petit peu de Chambord aussi, le plus grand? Le plus grandiose, celui qu'on ne présente plus, bien sûr, un décor de contes de fées, des sapins immenses. Alors là, les enfants lèvent la tête très haut pour admirer la cime de l'arbre. C'est magique. On a des illuminations à la nuit tombée, une décoration soignée. Et puis, il y a aussi des animations qui sont organisées. On a de la lecture de contes, par exemple. On a des ateliers créatifs. On va pouvoir fabriquer sa boule de Noël ou sa carte de vœux. Moi, j'ai encore la boule dans mon sapin que j'avais fait il y a 2 ans. Donc, allez la faire. C'est magnifique et ça tient très bien. Et puis, un spectacle inédit cette année au programme, tous les jours du 18 au 31 décembre, c'est le Noël de Monsieur Jourdan. D'accord. Alors, c'est un spectacle baroque qui mêle scènes d'action, musique, magie, morceaux de comédie et références historiques. Donc parfait pour les parents et pour les enfants. Exactement. Super. Vous nous avez présenté de magnifiques moments dans les châteaux, mais alors il y a d'autres gens qui se démènent pour justement rendre ces moments féeriques et magiques. On va parler d'illumination avec vous. On va parler d'illumination et plus particulièrement de maisons illuminées, vu que ce sont les particuliers aussi qui transmettent la magie de Noël. Et j'ai une bonne nouvelle
Noël pour les habitants du Loiret, parce que le Père Noël et la Mère Noël, ils habitent dans le Loiret. Ah, voilà, je le on dis. n'avait aucun doute là-dessus. Voilà. Et plus On ne le savait spécifiquement, pas. à Sainty. Voilà, à Ah. Sainty sont Pierre et Cheryl, vous l'avez compris, deux amoureux de Noël qui décorent leur maison et qui l'ouvrent leur jardin aux visiteurs. Alors, on peut la visiter, cette maison, ou on se contente de rester sur le trottoir à regarder? Non, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir traverser vraiment le jardin. Il y a un parcours qui est fait tout autour de la maison. On va découvrir donc les scènes qui sont... Il y a plein de mises en scène. On a la station de ski, on a la banquise. Et puis sur le parcours, on a aussi la maison du Père Noël. Quand je vous dis la maison du Père Noël, c'est pas seulement la maison, puisque le Père Noël est présent aussi tous les soirs jusqu'au 25 décembre. Après, il va se reposer pour accueillir les enfants. Et c'est, vous l'avez compris, c'est Pierre, c'est le Père Noël si des enfants nous écoutent, qui est présent. Accompagné de Pierre et Cheryl. Et c'est une maison pour ça. surtout soutenue, je pense, par le grand fournisseur d'électricité. Même pas. Non, non, pas du tout. Alors, d'ailleurs, on visite gratuitement Voilà, alors... On visite gratuitement, on est 100% dans l'esprit de Noël. Il y a même le vin chaud qui est offert à la fin. Alors après, bien sûr, si on a envie d'apporter sa contribution, il y a une boîte pour des dons et tout est reversé à une association. C'est l'association cette année qui est soutenue, c'est Des Rêves pour Yanis. C'est une association qui vient en aide à des enfants handicapés pour les aider à financer des thérapies non prises en charge. Donc c'est vraiment magnifique, on est dans la magie de Noël à 100%. On est dans la magie de Noël à 100%. Merci infiniment Aurélie. Je rappelle qu'il y a d'autres idées, plein d'autres sur vos sites internet 45.kidiclick.fr et 41.kidiclick.fr. Je sais que vous avez même un article dédié pour les vacances de Noël qui approche. Est-ce que dans votre hôte, à vous Jérémy, il n'y aurait pas une petite revue de presse express? Oui, pour le patrimoine cette fois-ci. Allez, c'est parti alors. Et spécialement pour vous ce matin, Anne-Marie, la presse préserve le patrimoine. Vous allez le voir dans le Loiret. On commence avec la République du Centre qui revient sur le dossier brûlant de la caserne Gudin à Montargis. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'article évoque un éventuel conflit d'intérêts lié à la destruction du pavillon principal de cette caserne militaire qui date de la fin du 19e siècle. La nouvelle préfète du Loiret est une ancienne salariée de Nexity, promoteur immobilier qui avait donc pour projet de démolir une partie de cette caserne emblématique. Depuis, la préfète s'est mise en retrait sur le dossier et le ministère de la Culture a décidé de placer donc en instance de classement monument historique pour une année l'ensemble des bâtiments. Et Stéphane Bern a pris part au dossier en militant pour la conservation du site. Une affaire à suivre que vous avez suivie également. Ah oui, et avec passion. D'accord. Et on poursuit avec le patrimoine toujours, mais cette fois naturel, avec des arbres remarquables, vous allez voir, qui ont été cassés, arrachés ou fragilisés. Pardon. Voilà, je me fragilise aussi, vous le voyez. C'était en juin dernier dans le parc du château de Giseux, lorsqu'une tornade s'est abattue sur ce domaine situé à l'ouest de Tours. France Bleu évoque un appel aux dons, cette fois-ci, pour que les propriétaires puissent évidemment financer une partie de la remise en état du parc, car son coût s'élèverait à plus de 200 000 €. Et on termine avec la protection des arbres remarquables, toujours le leitmotiv de la nouvelle association eurélienne Arbres 28 et Environnement, créée il y a un mois par l'ancien président de l'association Eure-et-Loire Nature, Michel Cohu. L'association va inventorier donc les plus beaux arbres du département pour ensuite les soumettre à l'association nationale Arbres Remarquables, qui attribue un label que vous connaissez aussi, Anne-Marie, donc label de distinction évidemment Arbres Remarquables. C'est l'éco-républicain qui détaille sur quels critères vont se baser les bénévoles pour choisir les arbres, notamment leur âge, leur hauteur et la circonférence, entre autres. Évidemment, merci beaucoup. Ce sera un dossier à suivre là aussi, oui. Mon cher Jérémy. On va dire un petit mot sur Les Témoins d'Orléans. C'est le dernier livre qui vient de sortir, celui que vous avez rédigé. Alors j'imagine qu'il y en a plein d'autres en ce moment en préparation. Celui-ci, pourquoi Les Témoins d'Orléans? Ah oui, celui-là, il est tout chaud puisqu'il vient juste de sortir. C'est un livre qui est un petit peu particulier parce que c'est un livre-objet, vraiment un livre d'art, puisqu'il prolonge quelque part une expérience à quatre mains où j'ai travaillé dans le chœur ancien d'Orléans avec un artiste plasticien qui est Yann Hervis, vous savez, c'est celui qui a fait le clou là, d'Orléans. Et j'ai voulu comme autour de chaque témoin qui jalonne ce parcours, il y en a 50. Ce sont ces colonnes d'acier corten. Voilà, d'acier corten. Il y a une histoire qui est racontée. Et une histoire très importante, parce que dans des lieux parfois improbables, j'ai fait parler les vieilles pierres. On sort évidemment du patrimoine connu et bien référencé du Vieil Orléans pour
à un endroit donné, là où vous allez avoir cette œuvre sur laquelle vous tombez lors de la déambulation urbaine, eh bien, les pierres parlent. Et elles ont énormément à raconter. Je ne m'arrêterai jamais. Comme vous. C'est vrai. On écoute un petit morceau de musique que vous avez choisi quand même, parce qu'on finit en beauté avec tout ça. C'est Mendelssohn. Alors, c'est Renaud Capuçon au violon. Et c'est le concerto pour violon et orchestre en mi mineur. Et votre mouvement préféré? Et votre mouvement préféré, exactement. C'était Capuçon, c'est Capuçon que j'ai découvert. Il a été un fidèle des festivals de Sully. Ouais. Et tout jeunot, il est venu à Sully. Donc c'est quelqu'un que vous suivez Oui. attentivement. Merci beaucoup. On termine vraiment avec ce morceau qui est plein de poésie finalement, comme vous. Anne-Marie, merci beaucoup. On a tiré le fil de plein de lieux et de sites, et surtout on a appris avec vous qu'il faut ouvrir l'œil et contempler. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Merci à vous. Merci Jérémy. Passez une excellente journée sur France 3 Centre Val de Loire. On se retrouve très vite.